Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe actuellement en Irak. Et croyez-moi, c'est pas simple. Donc on va essayer de faire extrêmement simple et on va s'articuler autour de ces images. Regardez ces images. Qu'est-ce que l'on voit? On voit un hélicoptère, un HH-60M, un Black Hawk en fait d'évacuation sanitaire de Medivac. D'ailleurs, ils ont regardé flouter la petite croix rouge sur le côté. Eh bien, on le voit qui se fait détruire après que ce même drone ait filmé son collègue drone détruire un radar en bande X-ray de surveillance de l'espace aérien américain. Alors pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que vous l'aurez compris, cet hélicoptère est un hélicoptère américain, ce radar est américain, et alors que Donald Trump avait annoncé « No boots on the ground », en fait, il y a des boots on the ground dans le Moyen-Orient, comme on l'a dit et répété bien avant l'attaque, mais là, ce sont les proxys qui ont trouvé ces boots on the ground et qui ne les lâchent pas. On est en train de parler le 21 mars de 27 bases américaines attaquées en 24 heures, le 23 mars de 23 attaques. Donc, je vous rappelle également que c'est en Irak que la France a perdu un de ses commandos et il est important de comprendre qu'à l'heure actuelle, vous avez différents théâtres d'opération et qu'ils sont en train de communiquer les uns avec les autres, de fonder en fait un seul réseau, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Iran, que ce soit la Syrie ou en ce 23 mars également, pour la première fois, on a eu des tirs qui partent d'Irak qui vont frapper des bases américaines en Syrie. Donc on regarde un petit peu tout ça dans le détail juste après le jingle. Roger, ball. Et j'en profite pour vous rappeler que ça y est, on relance l'activité saisonnière là avec UNM Sud-Bassin et avec Deeplane. On a quelques places disponibles, on peut prendre 5 élèves pour tout vous dire. Moi, je suis en train de finir mon instructeur. On va prendre 5 élèves cette année pour leur apprendre à faire de l'ULM avec UNM Sud-Bassin, donc sur LFCH, le bassin d'Arcachon. Et moi de mon côté, je me suis libéré, je me suis bloqué 25 créneaux pour vous emmener voler, soit en baptême au-dessus du bassin d'Arcachon, on va découvrir ensemble le bassin, tout filmer à la GoPro, soit en vol d'initiation, où là on va se bloquer un peu plus de 2 heures ensemble. Je vais vous faire un briefing, je vais vous expliquer les bases de l'aviation. Vous allez pouvoir décoller avec notre Pionnier 200, avec notre FK9. J'aurai le droit de vous donner les commandes. Vous allez pouvoir piloter, découvrir les bases du virage, faire un petit peu de facteur de charge. On va pouvoir en prendre, c'est légal. Aller découvrir le bassin d'Arcachon tout en découvrant le vol. Alors si vous ne savez pas quoi vous faire offrir, venez nous voir sur Arcachon. C'est possible le samedi, généralement, de voler avec nous. Probablement beaucoup de vendredi également. Le plus simple, c'est de nous écrire tout simplement et d'organiser ça avec Laurence. On vous met tous les tarifs en ligne également. C'est juste en dessous. Mais, bah oui, c'est pas la fête au pays de la chocolatine tous les jours. Donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'Irak. Donc là, on a Camp Victory. Camp Victory qui appartenait aux Américains de 2003 à 2011. Ils n'ont pas demandé trop l'avis des Irakiens. Et qui les ont rendu, qui ont rendu cette base qui est vraiment en ville, en fait, à Bagdad, en 2011 aux Irakiens. Vous avez des systèmes de protection et clairement vous voyez que c'est pas le top du top contre les drones. Rappel, les drones, soit c'est commandé par des ondes, c'est brouillable, soit c'est philo-guidé, et là bon courage pour les brouiller. Vous avez également un Remline en Syrie où vous avez la base qui a été touchée le 23 mars. On a plus de 230 Américains qui ont été blessés et quelques-uns qui sont décédés. D'ailleurs, les 2 avions de tankers, les 2 avions ravitailleurs, c'était au-dessus de l'Irak. Pourquoi est-ce qu'on a autant de blessés et si peu de décès? Eh bien parce que les Américains ont théorisé la Golden Hour. Vous avez en gros 1 heure après un blessé pour pouvoir le sauver. Donc ils ont tout un système dans la région
qui existe depuis plus de 20 ans, qui est très efficace pour en fait la prise en charge des blessés et les traiter. Pour avoir fait des AVC, moi je peux vous en parler, le moment de la prise en charge et la vitesse de prise en charge est extrêmement important. Par exemple, j'ai été thrombolysé, tu as en gros 4 heures pour thrombolyser un AVC. Si on t'envoie pas le bon produit dans le bon laps de temps, tu risques de jamais récupérer. Moi je sais que grâce à, et je les salue, aux professionnels et aux médecins de Gujan-Mestras et de la Teste, j'ai pu récupérer la partie gauche en moins de 2 jours grâce à la prise en charge rapide. Donc moi j'habite à 10 minutes de l'hôpital, donc c'est facile, mais pour pouvoir amener un militaire rapidement à l'hôpital et pour pouvoir s'occuper de lui, là c'est pas des AVC, c'est des blessures de guerre, il vous faut des hélicos. Et c'est exactement ça que les adversaires des États-Unis, que les proxys iraniens sont allés traiter. Et comme ils savent que c'est pas très classieux, et puis accessoirement que c'est interdit par toutes les conventions, même si là-bas c'est pas trop la priorité, regardez bien, ils ont flouté l'image. Alors là, j'avoue que c'est moyennement classieux, mais on comprend, ils ont dû s'en rendre compte a posteriori que c'était pas très cool de faire ça. Toujours est-il, le HH-60M, il a été détruit, le radar AN-MPQ-64 également, et on peut quand même se poser la question, au vu de ce que je vous ai expliqué de la Golden Hour, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de la part des opposants là, aux États-Unis d'augmenter en fait tout simplement le body count et de gêner leur chaîne de Golden Hour pour essayer d'avoir une plus forte attrition. Alors, quelle serait la logique derrière? C'est assez simple. Ils savent qu'ils ont affaire à un pays, entre guillemets, un pays démocratique, que l'opinion publique est très importante. Et le Kataïb Hezbollah, ils ont clairement dit que leur état final recherché, c'est de faire une guerre d'attrition dans la durée et de chasser toute présence américaine de la région. Donc eux, c'est assez clair, et c'est sûr que s'ils augmentent le taux de conversion, c'est horrible de parler comme ça, mais c'est comme ça que ça réfléchit au combat, le taux de conversion des blessés vers des morts, ça va forcément finir par avoir un impact sur l'opinion publique américaine, alors que politiquement, il y a eu une annonce de « no boots on the ground ». Mais en fait, tu te fais rattraper par les proxys. Et c'est ça qui est très malin de la part des Iraniens et de leurs proxys, c'est que c'est une riposte terrestre qui vient contredire la doctrine des Américains, qui est forcée par les proxys, qui est une sorte de frappe sans escalade formelle, qui contourne la puissance américaine parce que ça vient taper sur les côtés, si on peut dire, sur les bases, et qui envoie un fort signal qui coûte de l'attrition sans pour autant vraiment assumer la guerre. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on voit un drone survoler les bases américaines. Quelques jours avant, on en avait déjà vu un. Donc là, il y a vraiment un point très intéressant en termes de réflexion. On peut se dire, ok, il y a quand même un vrai souci au niveau de la protection des bases. Néanmoins, à chaque fois qu'on voit ces drones, on voit qu'il n'y a personne qui se balade sur les bases, que clairement, en termes de procédure, chacun est un petit peu terré à l'intérieur. Mais je pense que vous êtes d'accord pour dire que vous ne pouvez pas être dans une zone de combat s'il y a en permanence une menace drone dans le coin. À partir de là, réussir à mettre en place une parade contre ces drones, c'est même plus que ça devient nécessaire et indispensable, c'est incompréhensible qu'il n'y en ait pas à l'heure actuelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en 2016, déjà dans les années 2015-2016, on a eu en Irak, donc là les images viennent d'Irak, des membres des commandos parachutistes de l'air qui ont été blessés par des drones utilisés par l'État islamique. Donc c'est une menace qui existe depuis plus de 10 ans. Donc c'est comme si je vous disais, il y a une nouvelle menace qui existe, c'était il y a 10 ans, et puis 10 ans après, la menace peut toujours rôder, faire des dégâts, faire de l'attrition, sans que vous puissiez rien faire. Donc là, clairement, il y a un énorme souci. Se dire faut aller acheter chez les Ukrainiens, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, pour une raison très simple. Il faut en fait réussir à développer la capacité industrielle de rentrer dans le cycle de création d'une nouvelle arme, création d'un bouclier, création d'une nouvelle arme, création d'un bouclier. Et en fait, si on regarde ces 30-40 dernières années, il y a eu un vrai ralentissement là-dessus, parce que les programmes militaires ont pris de plus en plus de temps. Regardez le temps qu'il faut pour faire certifier un avion. Vous prenez l'industrie française, post-Seconde Guerre mondiale, on avait beaucoup de prototypes, on avait des boucles d'itération et des boucles de développement qui étaient extrêmement courtes. Il y avait un nouvel avion, paf, il y avait quelques essais, 1 an et demi après, il était dans les forces, et ça partait. 5 ans après, il y avait son remplaçant. On était sur des cycles de projets qui étaient courts. Pour des raisons budgétaires, mais également un peu technologiques, mais principalement budgétaires, on s'est mis à étaler dans la durée nos programmes. Et toutes les armées occidentales se sont mis à étaler dans la durée. Regardez le Rafale, le proto a volé en 86. Après, derrière, première mission de guerre avec les premières versions, c'était début des années 2000 avec la marine. Et au final, il faut attendre 2014-2015 pour avoir un beau standard, quelque chose qui marche bien.
c'est pas du tout la faute du constructeur, c'est une volonté politique de garder notre souveraineté dans le temps et donc en fait d'étaler dans la durée nos programmes. Et on a fait pareil pour tout. Quand vous regardez la Seconde Guerre mondiale, on est sur des boucles très courtes avec les Américains qui en 1939 fabriquaient 5000 avions. En 1944, je crois que c'était 95 000 avions. Ils ont commencé la guerre avec quelques porte-avions, ils ont fini avec près de 100 porte-avions. Donc il y avait à l'époque une capacité d'accélération et une agilité dans le développement de la techno. Regardez les Spitfire, vous avez plus de 20 versions différentes de Spitfire, les fameuses marques. À partir de là, on a perdu cette agilité, on a perdu cet état d'esprit et aller chercher une solution temporaire contre des drones qui marchent peut-être en 2026 n'est absolument pas ce qu'il faut pour nos forces armées à l'heure actuelle. Ce qu'il nous faut, c'est le changement doctrinal au niveau des industriels de la défense, au niveau de l'interaction, au niveau du couplage étatique industriel de la défense. Et on voit que ça fait maintenant 4 ans en France qu'on n'y arrive pas. Ça nous a déjà coûté un militaire en Irak, ça nous en coûtera probablement d'autres et il est urgent de trouver cette solution. Maintenant, nous avons de la chance. Il faut le dire. Pourquoi nous avons de la chance en tant que Français? Parce que ça a commencé face à outils en mer Rouge. Là maintenant, il y a ce théâtre d'opération-là. On emmagasine également d'expérience en aidant nos alliés aux Émirats. Et en fait, à l'heure actuelle, on n'est pas directement engagé au sens où ce n'est pas notre nation qui est directement engagée militairement. Donc ça nous laisse le temps de tirer les leçons, de nous adapter, encore faut-il le faire, de nous transformer, si vous voulez. On voit que le monde change, on a cette chance de se transformer sans pour autant être directement ou massivement attaqué sur notre territoire. Maintenant, l'erreur serait, parce que justement on n'est pas massivement attaqué sur notre territoire, de passer à côté de cette opportunité de se transformer, de voir les autres nations continuer à se transformer, et on voit qu'il y a une grosse volonté au niveau international de transformation, et de nous louper le coche, ce qui nous laisserait derrière, en fait, d'un point de vue industriel, d'un point de vue industrie de défense. Et tout ce que je vous dis là, ça ne sort pas du chapeau. Regardez au-delà de l'Ukraine, on avait théorisé déjà il y a plusieurs années, la dissuasion, maintenant c'est 3 piliers, hein, dissuasion nucléaire, dissuasion conventionnelle, et on n'en parle jamais, je n'entends pas à la télé, dissuasion industrielle. Et cette dissuasion industrielle, c'est justement cette capacité d'agilité pour pouvoir, dès que quelqu'un arrive avec une nouvelle arme, proposer, dans un laps de temps extrêmement court, un nouveau bouclier. Ce que je vous propose, c'est que lundi, on regarde comment un Ka-52 russe a été détruit par un drone philo-guidé FPV, une nouvelle arme, il va falloir trouver un bouclier, et là, j'ai envie de vous dire, grâce ou à cause d'une erreur, je pense, de communication et de SecOps de la part des Ukrainiens, ils ont donné des informations qu'ils n'auraient probablement pas dû avec ces images. On risque de voir une adaptation des tactiques en termes de vol, de posture des hélicoptères russes, et ça nous permet de bien voir, nouveau glaive, nouveau bouclier qui peut être industriel, qui peut être doctrinal également, le temps que l'industrie arrive à trouver la solution. Je vous dis à très vite sur la chaîne, pourquoi pas en conférence. En conférence, on fait beaucoup d'interventions sur la sécurité en ce moment, mais également on a un nouveau livre qui sort au-delà du leadership pour essayer de faire comprendre aux entreprises que oui, vous avez peut-être probablement des problèmes d'ownership, mais en fait le fond du problème, c'est que vous ne formez pas assez vos collaborateurs à être des équipiers, et que la posture d'équipier, en France, c'est pas quelque chose qui est très intellectualisé. On parle leader, formation de leadership toute la journée, mais un leader n'est rien sans des bons équipiers, et vous devez comprendre votre rôle en tant qu'équipier. Ça demande d'y être formé, et c'est ce qu'on propose avec Debrief, c'est ce qu'on vous propose également d'intellectualiser avec au-delà du leadership, avec une formule très simple, qui est une règle de base dans l'aérien, 1 + 1 doit être strictement supérieur à 2, et ça ne se fait pas qu'en formant le leader à mieux l'idée, ça se fait également, et surtout, et c'est là où il y a le plus gros ROI, en formant l'équipier à mieux incarner son rôle d'équipier, à être un meilleur professionnel. Je vous dis à très vite, pourquoi pas dans votre entreprise, et d'ici là, fly safe.